Avec Philippe Pujol, la maxime « on ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va » prend tout son sens. Car cet homme sait saisir les opportunités autant que les transformer, grâce à un talent incomparable d'enquêteur et de conteur. Rencontre avec un homme de son temps, avec ou sans filtre. C'est là que ça se passe, Philippe. Bienvenue dans votre vie. Allez, on va commenter chacune des photos. Hein. Allez. C'est votre devoir du jour. Pas de problème. On va commencer là. On va commencer là. Parce que Philippe Pujol, comme votre nom ne l'indique pas, vous êtes d'ici. Oui, pas si loin que ça, ouais, à vol d'oiseau, c'est pas très loin. Vous venez Ouais, de l'Alta Rocca. De l'Alta Rocca. Par votre mère. Par ma mère. Et donc on commence avec la famille de votre mère et votre d'ailleurs de la grand-mère qui est dans le fond là. Hein. Oui, Angèle. Angèle Marie, non? Angèle Marie exactement, mais dites Angèle. Ma mère s'appelle Marie-Ange, le nom inverse de ma grand-mère. D'ailleurs, mon grand-père, quand il allait déclarer ma mère, c'est une voisine qui a dit « appelle-la comme toi ». Elle a dit à ma grand-mère « mais appelle-la comme toi ». Donc ils ont juste inversé. Et oui, parce qu'elle avait déjà eu beaucoup de filles en fait. Donc elle n'avait plus de prénoms à donner. Il y a tous les noms en hête qui étaient passés. Les Antoinette, Ginette. Elles y sont d'ailleurs, hein, vos Elles y tantes, sont. là. Là, il y a les trois au milieu, c'est trois tantes. À gauche, qui ressemble à Dalida, c'est Antoinette. Au milieu, qui ressemble un peu à Sophia Loren, un peu. Oui. C'est Félicia. Et à droite, c'est Ginette. Toutes les filles sont nées à Hollen. Et toutes les filles sont nées à Hollen. Oui. Pratiquement tous dans la même pièce, de la même maison. Oui, bien sûr. Parlez-moi un petit peu de votre grand-mère. Ben, ma grand-mère, c'était... elle va être perçue comme une sainte dans la famille, moi le premier d'ailleurs, parce que c'était le pivot central de la famille. Aveugle sur la fin de sa vie, oui, ou assez rapidement, un œil en moins. Et d'ailleurs, à ce propos, elle avait appris à vous reconnaître... À la silhouette, à la manière de marcher, un peu comme ça, là. Ouais. Et elle me repérait. Et quand j'ai grandi en un été énormément, et avec la voix qui mue, quand je suis rentré dans la pièce, j'ai vu qu'elle ne me reconnaissait pas, et elle me dit, elle parlait corse. Alors moi, je ne parle pas corse, je ne peux pas le refaire. Hein. Et elle me disait, mais qui tu es, qui vous êtes, qui tu es. Moi, je disais, mais c'est Philippe. Non, il a fallu que j'insiste et que je le prouve un peu que j'étais son petit-fils. Le petit d'il y a 3 mois. Quoi. Et donc votre mère? Alors ma mère, elle doit avoir 20 ans, même pas, 19 ans. Et votre mère, son destin, on le choisit pour elle. On dit, toi, ma petite, tu vas aller sur le continent. C'est comme ça que ça se passe? C'est à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Trouver du boulot à Hollen, c'était pas gagné quand même. Hein, au fin fond de l'Alta Rocca, plutôt une époque où les villages corses amorcent déjà un déclin. Hein, qui perdure aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un petit mieux, mais je ne suis même pas sûr. Mais en tout cas, à l'époque, pour travailler, ça ne se passait pas là-bas. Et je pense que malheureusement, ça ne se passait pas non plus à Ajaccio ou pas plus. Donc, il passait par Marseille. Donc, il y a eu quelques allers-retours avec Marseille, qui est quand même un point d'ancrage pour les Corses, hein, assez courant. Et après, elle a son frère aîné, qui était une sorte de père, on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas, qui, d'un point de vue pratique, jouait le rôle du père, qui l'a amené, elle et d'autres sœurs, à Paris pour l'installer. Elle est devenue douanière. Douanière, votre maman. Et oui, il n'y a pas que les douaniers en tenue, il y a aussi des femmes. Et, ouais, mais il y a aussi des hommes. Et il y a aussi cet homme. Et oui, mon père. Douanier aussi. Douanier aussi. Elle le rencontre là-bas à Paris, d'ailleurs. Elle le rencontre à Paris, bien sûr. C'est-à-dire que lui, il est Marseillais. Lui, il grandit un peu, mon père grandit un peu entre Marseille, un peu de Maroc, un peu sud-ouest. Il bouge beaucoup, parce que son père est policier. Et donc, il bouge beaucoup. Et à un moment, il faut trouver un boulot. Et puis, à l'époque, on devenait douanier assez facilement, apparemment. Donc, il est devenu douanier et ils se sont rencontrés là. Donc, Michel et Marie-Ange se sont rencontrés aux douanes. Si on devait le décrire, votre papa, c'est quelqu'un un peu... très beau déjà, et puis surtout il a une vraie faconde, non? Il aime la discussion, il aime parler, lui, hein. C'est un vrai bavard. C'est un bavard, j'ai pris ça de lui, mais je pense qu'il est encore plus que moi, querelleur, c'est-à-dire que... Querelleur. L'important, c'est pas la discussion, c'est pas le sujet, l'important c'est qu'il y a un affrontement. Voilà, ce qui est primordial, c'est qu'il y a un affrontement. Attention, un affrontement sain, mais il faut qu'il y ait un désaccord. Et s'il n'y a pas de désaccord, il va en chercher un. C'est-à-dire qu'il peut ne pas être d'accord avec lui-même de 3 semaines avant. Mais l'important, c'est qu'il y ait un désaccord. Mais il finit toujours aussi... Ce côté, il était un peu syndicaliste, même beaucoup syndicaliste. C'était la CFDT, lui, c'est ça? C'était la CFDT, oui. Et il était aussi donc aller chercher le consensus en bout de chaîne. Ouais. Voilà. La CFDT. Voilà, la CFDT. La CFDT, complètement. Et donc, querelleur, bavard. Mais une qui parlait moins, justement.
parce qu'il se marie, hein, c'est la photo de mariage, c'est votre maman, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de la décrire. Votre maman, elle était moins justement dans l'échange. Ma mère, c'est la femme corse de base. Si elle te dit rien, c'est que c'est bien. C'est que c'est bien, mais attention, très capable de t'encourager. Mais il faut arriver à le lire, en fait. Ce que je sais faire, je la connais bien. Hein. C'est ma mère, donc ça allait vite. Mais donc, il faut accepter que ça ne va pas être ostentatoire. Mais ça, c'est pas un problème. Moi, j'ai grandi là-dedans et je suis un peu comme ça, moi-même. J'ai tendance à ne pas être ostentatoire. Si je dis rien, c'est que c'est bien. Et ma mère est comme ça. Et ensemble, ils se rencontrent à Paris et ils descendent vivre à Marseille. À Marseille, où vous allez naître, dans cette grande caserne. Moi, je suis né à Paris, c'est dur de le dire. Ah oui, vous naissez à Paris, c'est vrai, j'ai oublié. J'assume. Vous naissez à Paris. Je suis né à Paris à ce moment-là. Et après, tout le monde descend vivre à Marseille. Et moi, dès l'âge d'1 an, j'arrive à Marseille. Dans une grande caserne où il y a 3000 personnes. Oui, caserne des douanes. Et puis, il y a quand même ce voyage tous les ans. Et puis à chaque fois, chaque été, on arrive en Corse. Et chaque été, on arrive au village. Donc moi, je suis le petit, là, à côté de la dame qui est en vert, qui s'appelle Ninette, qui a failli devenir centenaire, qui était une amie de la famille, on va dire, du clan, quoi. Justement, ces personnalités, ces personnages qui sont autour de vous, qui vivent dans la maison, ça vous plaît, ça? Ça me plaît beaucoup parce que c'est des gens avec qui on poursuit une discussion d'une année sur l'autre. Et ça, c'est quelque chose que je ne retrouve moi que... Enfin, c'est peut-être le cas d'autres personnes, mais qu'en Corse, quand je reviens, chaque personne a une discussion. Chaque personne a un sujet de discussion que l'on poursuit depuis bientôt 40 ans, en ce qui me concerne. C'est-à-dire depuis que j'ai l'âge de 5 ans, que j'ai l'âge de m'en rappeler. J'ai la même discussion avec les mêmes personnes, mais une discussion qui évolue au gré du temps. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on la poursuit là où on l'a laissée. Quand ils me voient arriver dans la voiture et qu'on se salue, tu es là pour combien de temps, hein, c'est toujours la même question. Eh bien, ils savent déjà de quoi on va parler. On peut même presque déjà dire ce qu'on va se dire. Ça pourrait se condenser. Mais tout le plaisir, c'est de le faire durer. Et puis au village, passez par là. Donc on se retrouve de l'autre côté, en tout cas. Il y a aussi cette vie. Alors, j'ai mis exprès ces deux photos parce que c'est l'aventure. Oui, c'est l'aventure, mais sans trop bouger finalement de la maison. Non, en fait, enfin, moi je bougeais pas d'Olène. C'est-à-dire comme je suis un Marseillais en plus. Les Marseillais aussi sont casaniers, ils sortent pas de chez eux les Marseillais. C'est pas des marins, c'est pas vrai. C'est pas des aventuriers les Marseillais. Ben, j'ai gardé ça. Moi je suis pas un aventurier. Je ne vais pas loin. Par contre, je suis un aventurier du lieu où je me trouve. Eh ben là, on en parlera pour Marseille. Eh ben, on va mais en parler. pour la Corse, c'est pareil. C'est-à-dire que être dans le village, dans ma petite montagne pendant. Bon, ben, je vis l'aventure sur ce lieu clos. Je suis une sorte de poisson rouge un peu carnassier, quoi. Eh bien, voyons justement comment ça va se passer du côté de Marseille. Allez, on va par là. Prenez place, Philippe. Et donc, vient l'heure de l'entrée dans la vie. Et l'entrée dans la vie, dans votre vie, je l'ai matérialisé comme ça, moi. Ouais. C'est vrai que j'étais étudiant et agent de sécu. Eh oui. C'est vrai que j'ai fait... D'ailleurs, des fois, j'étais plus agent de sécu qu'étudiant. Vous profitiez d'être agent de sécu pour réviser. Voilà, c'est ça. J'étais l'un des seuls, je pense, agents de sécu du monde à faire des antisèches, des pompes, pour pendant mes prestations d'agent de sécu, réviser mes cours de taxonomie, c'est-à-dire la classification des animaux. Donc j'apprenais par cœur des choses comme ça, en étant devant les loges de Mylène Farmer ou devant les loges de Johnny. Étudiant, qu'est-ce que vous faites comme études? Parce que vous allez faire de bonnes études, hein Oui, j'ai fait des études. Mais des études de quoi? De biologie? De biologie, ouais. J'ai fait Pourquoi? Vous vouliez faire quoi? J'aimais bien la biologie. Je voulais faire quoi? J'en sais rien, moi. Surtout qu'après, vous allez pousser jusqu'à Paris pour faire un peu informaticien, finalement, du coup, avec ces études. Avec ces études, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit chercheur, je n'avais pas envie, soit travailler pour des vétérinaires sur le comportement des vaches. Non, mais c'était pas du tout mon domaine, quoi. Je n'avais totalement rien à faire, quoi. Et donc, comme j'avais des compétences en informatique et qu'on était dans le passage du bug de l'an 2000 et du passage à l'euro, ils ont embauché à tour de bras des ingénieurs. Et donc, je suis devenu ingénieur en informatique pendant une année. Pendant une année. Le temps de trouver ça profondément désagréable. Et de revenir à Marseille. À Marseille. Et vous revenez à Marseille? À la Marseillaise, ouais. Enfin, je n'y vais pas d'un seul coup. Quand je reviens en 2001, je reprends quelques petites études de communication scientifique. Et
je rentre en stage à la Marseillaise. Pour être journaliste scientifique d'ailleurs, hein, pour faire un petit peu... pour faire un stage d'abord, pour commencer. Moi, je ne vois pas toujours... on commence à faire un stage. Et puis j'étais dégourdi, quoi. J'étais dégourdi. Il manquait... Ils n'avaient plus de faits diversifiés depuis longtemps. On vous oblige à aller là-dedans, hein, parce oui, que vous n'avez pas vraiment une appétence pour ça. On me nomme volontaire. C'est parce que c'est un journal communiste, la Marseillaise, donc oui. Vous avez les méthodes communistes. On te dit merci d'être volontaire. Donc tu viens d'apprendre devant tout le monde que tu es volontaire. Et quelque part, je me suis dit, après tout, il me donne ma chance. Je trouvais ça bien qu'on me nomme volontaire. Il me faisait faire un truc que je ne voulais pas faire, mais au moins j'avais un métier, quoi. Et donc j'y suis allé, j'y ai tiré tout ce que je pouvais. Ça va donner ça. Et donc voilà, j'ai tiré des calages. Ça va être votre terrain de chasse, j'ai envie de dire. C'est moi qui prends les photos tout le temps. Donc c'est Calisté, la cité la plus pauvre d'Europe, à gauche. Une calache chez un dealer que j'interviewe. Et je dis, tiens, tu as une calache, je prends en photo. Puis un meurtre, vous allez faire 200 meurtres. Et ça, c'est un double homicide. C'est des Lyonnais qui avaient été tués dans le 3e arrondissement. Je me rappelle très bien. J'avais été agressé au couteau ce jour-là, moi. Là, pour le coup, des aventures, vous en vivez. Hein. Oui. C'est 200 homicides, 4000 braquages. Ouais, effectivement, 5000, facile. 5000. Ils y sont, hein. Et on peut dire que grâce aussi au fait d'avoir grandi au milieu des douaniers, vous avez un peu vos entrées avec la police, c'est comme ça? Alors, j'ai pas vraiment d'entrée avec la police. Par contre, j'ai le vocabulaire. Ça, c'est clair. Les entrées, je les fais comme n'importe quel journaliste qui démarre. Au début, c'est dur. Au début, on te bisute. On se moque de toi. Enfin, il faut accepter tout ça. C'est juste normal, en fait. Il n'y a rien de choquant. Et par contre, je comprends la psyché d'un flic qui est proche de celle des douaniers, en tout cas de certains douaniers qui sont dans l'action, puisque ce n'est pas le cas de tous les douaniers. Ben, je la comprends, quoi. J'ai joué au rugby dans les douanes. En fait, j'ai été douanier, quoi. Les 20 premières années de ma vie, je les ai fait parmi la douane. Et donc, c'est un milieu pour lequel j'ai les codes. Malgré tout, j'ai pas fait d'études, mais j'ai les codes. Et donc, ça facilite tout ça, quoi. Puis j'ai une gueule de flic. J'ai une gueule de flic. D'ailleurs, à tort, parce qu'aujourd'hui, les flics n'ont plus de gueule de flic. Donc, il y a eu une inversion qui s'est faite. Mais pour beaucoup, j'ai une gueule de flic et je joue avec. C'est-à-dire, quand je rentre à l'évêché, on va en parler, donc l'hôtel central de police, personne ne sait que je suis journaliste. Pour eux, je suis un flic. Et pas une seule fois, je sors ma carte de presse, pas une seule fois, je pointe, je passe, je lève le bras, salut collègue. Et là, on vous donne des infos. Et là, je fais ce que je veux au milieu de tout ça. Et ça s'apprend pas dans les écoles de journalisme, clairement. Ça, c'est le terrain, hein, uniquement. Et là, sur le terrain, justement, vous avez aussi quelque chose, c'est que vous avez une plume, et vous allez vous faire quelques ennemis avec cette plume. Et je pense notamment à lui. Ouais, il faut toujours un ennemi à un moment ou à un autre. Et donc lui, c'est Alain Gardère, c'est un préfet viril, le plus dur, le plus costaud, le réputé. Il le dit, hein, je suis le meilleur technicien de sécurité publique, et je le dis en toute humilité. Bon. Et il en fait partout des interviews. Et ces interviews, il fanfaronne tout le temps. Et ce qu'il dit, moi je sais, je connais suffisamment bien le terrain pour savoir que c'est totalement impossible. Je connais suffisamment bien la police et suffisamment bien les voyous pour savoir que ce qu'il raconte ne va pas marcher et que c'est de la politique pure, ce que je peux comprendre. Et donc, je fais le choix avec cet article, faire à bras. C'est même pas écrit à la cage, cet article, c'est écrit au char d'assaut. Je lui rentre dedans, quoi. C'est extrêmement dur. Je sais que quand je l'écris, je vais avoir des retours. Et ça n'a pas raté, d'ailleurs. On est partis en guerre, tous les deux. Une guerre un peu comme au rugby, là où on se met des baffes. Oui, sauf que lui, justement, sa baffe, lui, c'est de vous interdire déjà d'évêcher, pour le coup. Et oui, mais il m'interdit d'évêcher. Donc, il m'interdit d'aller à la police. Pour un fait diversier, c'est là que tu vas faire tes courses. Et là, je change de stratégie. Je change de stratégie parce que je suis dans un quotidien, il faut donner au quotidien des articles. Et donc, je me tourne plus vers les voyous, même si j'avais déjà mes entrées, mais je me tourne plus vers une écriture quotidienne qui va toucher le sociétal du trafic de stupes marseillais. Et oui. Ouais, French Connection. C'est justement vos travaux, votre travail dans la Marseillaise. À la Marseillaise, dans les cités, justement, vous en faites un livre. Oui, voilà, sur cette couverture, il y a tous les mots-clés qui touchent le trafic de stupes et les violences sociales. Et j'ai bien pris soin de mettre chaque nom qui correspond à la pièce de flingue de l'arme. Et donc, j'ai le prix Varenne. Prix Varenne, ouais, parce qu'il y a effectivement de l'info dans ce livre, mais il y a surtout un style d'écriture. Et du coup, vous vous dites, bah, tiens, pourquoi pas... Parce qu'on s'inscrit à un prix, finalement. Hein, et vous décidez de vous inscrire au prix Varenne pour gagner de l'argent, tout simplement. Ah, que pour les sous, il n'y a que ça qui m'intéresse. À la Marseillaise, on ne gagne pas du tout d'argent, mais rien, c'est dérisoire. Ils se sont un peu améliorés depuis, mais à l'époque, vraiment, t'as l'impression que c'est des notes de frais, en fait. Maintenant, c'est ton salaire. Et en fait, le moindre euro que tu peux avoir, tu le fais. Et j'ai eu le prix Varenne, j'ai eu 5 000 euros.
5 000 euros, des tapes dans le dos, 5 000 euros. Et puis surtout, finalement, c'est aussi agréable d'avoir un prix, ça te reconnaît un peu. Complètement. Et du coup... Et après, derrière, je fais quartier shit. Je fais la saison 2. Ce que vous ne saviez pas, c'est que vous aviez quand même ce talent d'écriture, surtout que vous avez diagnostiqué assez tard, finalement, dyslexique en plus, Philippe. Je me sens dyslexique depuis le plus jeune âge, parce que je le vois bien que j'ai des bonnes notes partout et un 0 de moyenne en dictée. C'est pas normal. Je vois bien que j'ai des fautes d'orthographe de façon presque artistique, quoi. J'étais dans la création tellement je... Et donc, vers la trentaine, vers 35 ans, quand je commence à sentir que journalistiquement parlant, ça monte, quoi, je me dis, c'est un handicap quand même. Même si j'assume ça, même si je dis au SR, écoute, moi, c'est folklore. SR, c'est les secrétaires de rédaction. Ceux qui te corrigent, ceux pour qui tu as un bouquin, en fait. Et donc, j'ai fait... un petit peu de rééducation qui a marché. C'est-à-dire, je ne suis pas devenu un super bon, mais je suis sorti du handicap. Par contre, ce handicap, cette dyslexie, m'a donné un style. C'est-à-dire, je me suis mis à écrire autrement. Je me suis mis, dès le début, dès la 6e, je sais que j'écris pas comme les autres. C'est-à-dire que j'écris plus par l'image, je vais chercher du suspense à l'échelle de la phrase, je construis mes phrases, pas du tout de façon grammaticale, mais de façon très imagée. Et puis... pour savoir qu'on est bon aussi, des fois, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui le disent. Et au prix Varenne, il y a un certain Bernard Pivot qui vient vous voir et qui dit « Mais tu écris bien, toi hein ?» Bernard Pivot me fait peur, je suis un dyslexique, moi. C'est le mec de la dictée. Et en même temps, il me fascine, parce que c'est un mec brillant. Et il me dit « Vous écrivez très bien, monsieur. » Il fait simplement cette phrase. Il fait « Vous écrivez très bien, monsieur. » Et quand il dit ça, je me dis, il doit avoir raison. S'il le dit, lui, c'est pas non plus le gars qui va te flatter pour rien. Et donc, c'est pour ça que je postule le prix Albert Londres derrière. Je me dis, allons-y. Et voilà. Et j'ai le prix Albert Londres. Et ça, alors là, j'ai toujours pas compris pourquoi. Hein. Quand on vous lit, on comprend. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je reste toujours le joueur de D2 qui a le ballon d'or, quoi. Voilà. Moi, c'est toujours ça. Alors, peut-être que je mérite, que j'étais le meilleur joueur de D2. C'est la première fois qu'il était... prix Albert Londres, pour des enquêtes qui sont faites dans les quartiers nord de Marseille. Oui, donc là, pour le coup, Albert Londres et le grand reportage de Coin de la rue, ça a marché. Prix Albert Londres, logiquement, vous devriez être nommé pratiquement rédacteur en chef. Sauf que ça ne va pas se passer exactement comme ça. Non, à la Marseillaise, c'est pas un journal classique. Donc une tête qui dépasse, on la coupe. Donc, je vous rappelle qu'on est à l'époque dans un journal... pas soviète, mais qui a gardé des habitudes. Dans sa ligne, ça va, mais dans son fonctionnement, on ne laisse pas dépasser quelqu'un qui n'est pas assez politisé en plus, parce que moi, on me laissait peu écrire sur la politique, parce que c'était trop risqué. Ouais. Ils avaient tort, mais ils le pensaient. Et donc, d'un seul coup, je réussis, quoi. Ouais. Je réussis, et à ce moment-là, il commençait à y avoir des problèmes financiers et rapidement, ils se mettent d'accord. Et puis moi, je me laisse faire pour me licencier, quoi, pour me licencier économique. Et donc, vous vous séparez. Et donc moi, j'ai toujours beaucoup d'affection pour ce journal. J'aurais jamais eu le prix Albert Londres sans ce journal. Et le prix Albert Londres, et le journal n'aurait jamais eu le prix Albert Londres sans moi. Mais vos routes se séparent. On se sépare, mais moi, je garde énormément d'affection pour ce journal. Et il n'est pas impossible qu'un jour, je puisse faire quelque chose pour ou avec. Mais quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, Philippe, vous n'êtes plus salarié au mois, vous êtes salarié en fonction de vos piges. Et là, donc une nouvelle vie. Une nouvelle vie commence. Et là, c'est plus pareil. Et cette nouvelle vie, on ne va pas en parler là. Ouais. On va en parler dans une autre pièce. D'accord ? Allez, venez. Allez Philippe, donc vous êtes parti de la Marseillaise, oui. Et maintenant que vous êtes parti de la Marseillaise, vous allez pouvoir laisser libre cours à votre talent d'écrivain. Ouais, les premiers livres, celui-là, le premier. Enfin, il y a eu French Connection dont on parlait avant, mais qui était une compilation de livres. Et là, c'est le premier livre que j'écris, vraiment pour un livre, donc La Fabrique du Monstre. 10 ans d'immersion dans les quartiers nord de Marseille, la zone la plus pauvre d'Europe. Et après, c'est la suite. C'est quoi ça ? Le prix Albert Londres finit par descendre et c'est... La Fabrique du Monstre qui vient. Ouais. Ça, c'est la suite, on va dire. C'est le complément, je dirais, parce que l'un peut se lire sans l'autre. Ça, c'est mon dernier livre. Ça, c'est mon premier. Ça, c'est mon dernier. Au milieu, il y en a eu 5 quand même. Exactement, j'ai pas tout mis. Voilà, oui, exactement. Et là, on s'est concentré justement sur Marseille. Ça, c'est un roman un petit peu... Enfin, une enquête d'anticipation un petit peu. C'est une enquête qui réfléchit à ce que sera la santé dans le futur.
que j'ai écrit en 2018 et qui raconte une grippe qui vient de Chine et qui tue une grande partie de la population. Je l'ai écrit en 2018 et qui entraîne des bouleversements de la société. Moi, je le vois depuis Marseille, mais ça concerne la France entière, quoi. Et Marseille, justement, on y reste. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Elle est surréaliste, celle-là. C'est donc Jean-Claude Gaudin qui me voit et qui me dit, je veux faire une photo avec le petit, il m'appelle le petit, et je veux faire une photo-fille. C'est un selfie de Jean-Claude Gaudin, les photos-filles. Donc il dit, je veux faire une photo-fille. Et moi, Jean-Claude Gaudin, il a ses défauts, je le décris pas mal dans mes livres, ouais. Mais il a ses qualités aussi. Et de toute façon, c'est un homme qui restera dans l'histoire de cette ville, quoi qu'il arrive. Et être en photo à côté, ça me va très bien. Et vous auriez pu l'être, vous aussi, autrement, parce que on vous a demandé de lui prendre sa place à lui, quand même, avant Rubirola. Avant Rubirola. Oui, Philippe. on m'a proposé d'être le candidat principal, hein, le candidat pour le Printemps Marseillais qui a gagné. Et en fait, il faut avoir envie d'être maire. On l'a vu d'ailleurs avec Michel Rubirola, qui n'en avait pas envie, qui a fini par partir. Et il faut avoir envie. Moi, en faisant quelques calculs, je me suis dit, mais attends, il y a une petite chance que je gagne. Parce que se présenter et perdre, c'est facile, mais se présenter et gagner, il y a 6 ans à faire derrière. Et puis c'est Marseille, et puis dans l'état dans lequel est la ville. Et donc, très rapidement, j'ai refusé. Et voilà, il faut en avoir envie. Et moi, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de l'aventure. J'ai pas envie de m'enfermer dans un joli bureau. Et vous avez envie aussi d'autres choses, d'autres expériences. Et c'est sur cet écran qu'on va le voir. Parce que là, pour le coup, Philippe Pujol, ça se regarde aussi. Ce quartier de Saint-Mauron. Quand le fondateur de l'œuvre y est arrivé, on appelait les habitants les Apaches. En 1904, ça voulait dire la racaille. Et il a écrit une lettre à tous ses bienfaiteurs en leur disant « Venez là, venez voir que je vous fasse rencontrer la racaille, et vous verrez que ce sont des enfants de Dieu comme vous et moi. » Ça ne vous suffisait pas d'écrire sur Marseille, il a fallu... Pourquoi vous filmez maintenant ces quartiers? L'écriture et l'écriture audiovisuelle, c'est pas la même chose. Dans l'audiovisuel, on va toucher au sensible, on va toucher à l'émotion, même si là, c'est des mots un peu galvaudés. Aujourd'hui, c'est utilisé pour tout. Le moindre plat qu'on fait dans une émission de télé, on parle d'émotion. Mais là, c'est de la vraie émotion, pas de la marchandisation de l'émotion. Et l'idée, pour moi, c'était... Au-delà des livres d'infos avec une écriture assez dure, je voulais quelque chose encore plus près des gens, et le film, pour ça, est encore plus précis, encore plus adéquat. Et donc, moi, j'aime bien me lancer dans des choses que j'ai jamais faites. Parce que quand on te dit, bah, ça c'est un métier, tu peux pas le faire, ça veut dire en gros, bah, fais-le. Tout comme quand on me disait, cet endroit-là, tu peux pas y aller, bah, ça voulait dire, bah, vas-y. Et donc, à partir du moment où elle m'a dit que faire des films c'était compliqué, je me suis dit que j'allais le faire. Et il y a d'autres infos que vous avez voulu faire passer, parce qu'il y a quand même une certaine tendresse là, quand même, j'ai trouvé. En fait, là, je suis moins sur de l'information pure, je suis moins dans de la polémique, dans des problèmes politiques, dans le sens le plus politicien du terme, et j'ai pas de mépris pour ça. Mais là, je suis plus dans quel est le résultat d'une politique urbaine, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Et ça donne un quartier de misère, un quartier qui se paupérise, qui s'effondre, et des gens qui pourtant luttent pour être heureux là-dedans. Et je filme plus la joie dans un quartier populaire qu'un quartier populaire qui s'effondre. Et puis, moi qui ai grandi à Caserne des Douanes, on est à 2 rues, j'y venais là, quand j'étais petit. Ce sont des rues que je fréquentais, la rue du Jet d'eau, tout ça. Et y a moins les gitans d'avant, maintenant il y a des Comoriens à la place. Et j'aime bien voir aussi cette évolution d'un quartier, d'un noyau villageois. Puis d'habitude, on filme les cités. On filme les cités. Ben, moi, je voulais filmer un village, en fait. Vachement bien, vachement bien. Allez, traversons la Méditerranée, Philippe. Et on revient aux racines. Vos autres racines. Ouais. C'est des racines, drôles de racines. Hein. Mais oui, ben voilà, mon cousin Germain, Yvan Benedetti, est un leader d'un parti nationaliste français. Justement, ce qui s'est passé, c'est que comme vous étiez à la Marseillaise, comme vous aviez le prix Albert Londres, vous saviez qu'on enquêtait un petit peu sur vous. Est-ce que je me trompe? Et vous vous êtes dit, je vais sortir quand même mon cousin fasciste avant qu'on me le balance un peu. Le facho et le bolchevique. Ouais. Hein, le facho et le bolchevique ensemble, qui sont copains, qui s'entendent bien, qui discutent. Et je voyais bien qu'il y avait des... Puis je suis
suffisamment de la profession pour savoir aussi les raccourcis qu'il peut y avoir de temps en temps. Donc j'ai préféré, moi, prendre les choses directement en main. Et voilà quoi. Donc, ça n'a pas posé quelques petits problèmes, ça? Évidemment que ça pose des problèmes. Dès qu'on touche à l'intime, ça pose des problèmes. Mais voilà, quand on a un écrivain dans la famille, ça pose aussi ces problèmes-là, on va dire. Ça pose des problèmes de famille, même. Ouais, je pense que non seulement je lui épanouis, pas plus qu'à la famille, mais je pense qu'au contraire, j'ai résolu beaucoup de problèmes. La Corse, elle est là aussi. Ah là, c'est quelque chose, votre livre. J'avais une double volonté avec ce livre, c'est à la fois être dans la Corse du 19e, en l'abordant comme un western tout le temps, on le voit d'ailleurs, ce choix, et parce que pour moi, il y a toute la dramaturgie du western en Corse, mais en même temps, je voulais que toutes les thématiques modernes soient là, c'est-à-dire politique et violence, condition de la femme, le MeToo est omniprésent, le MeToo est omniprésent, c'est jamais nommé comme ça, et j'essaie d'être le plus dans l'actualité, et parfois, je trouve que j'y suis arrivé, parfois moins, et en même temps... Et c'est marrant parce que moi, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans l'histoire. Et en même temps, il y a un travail historique important. Il y a un gros... Vous travaillez énormément, Philippe. Pour écrire, pas dilettante du tout. Et pas dilettante et éclectique aussi, parce qu'on va finir avec ça, mais j'ai été étonné de découvrir ça aussi, moi. Les bêtes, elles sont où? Eh bien, ça commence là au Casanevis, et après on fait le tout. D'accord, ça n'a plus d'accord. Oui. Pas un hiver trop dur, là? Pas trop. Là, au mois de janvier, on a eu la neige, ça va. Lui est comme les bergers d'antan, calme et attentif, observateur et introspectif de ces philosophes que l'on rencontre sur la route, par estrade. Une road story qui s'écoute sur les sentiers des cochons. C'est super, ça. C'est super, c'est sorti cet été. Ouais, c'était un road movie en podcast, un roadcast. C'est moi qui ai inventé ça, roadcast. Et donc je l'ai fait avec ma compagne, Anne-Sophie Lebon, c'est son nom, qui, voilà, on a fait ça ensemble, elle prend tous les sons, on a écrit ça ensemble. On est parti 10 jours à travers la Corse. On essaye vraiment d'aller vers une galerie de personnages qui vont nous décrire une photographie de la Corse à instant T. Et c'est super d'écouter ça quand on est en voiture, tranquillement, sur la route. C'est fait pour, Ah ben, c'est fait pour, effectivement. C'est fait pour la voiture, idéalement. Complètement, j'adore ça. C'est fini, notre balade, elle est finie à nous, pour aujourd'hui. Vous allez continuer, vous, j'imagine. Il y aura d'autres trucs, j'espère. J'espère bien pour vous. Merci infiniment. Attendez, d'abord on fait un selfie, vous le savez. Voilà. Ça a été un véritable plaisir de vous rencontrer et de vous connaître, Philippe Pujol. À une prochaine sur les routes. Estrade.